D'abord, l'historien n'est pas dans une tour d'ivoire, il est perméable au temps dans lequel il écrit, ça c'est une chose. Et la deuxième chose, l'historien est forcément un peu subjectif par rapport à son sujet. En réalité, ce qui compte dans l'approche de l'historien par rapport à son sujet, c'est la question qu'il pose à son sujet. Et la question que je me suis posée aux 100 jours est à peu près la suivante. Jusqu'à présent, les 100 jours étaient considérés plutôt comme l'ultime parade de l'épopée napoléonienne, comme une sorte de baissée de rideau, un salut à l'artiste qui passe une dernière fois. Et je me suis demandé si au fond, cette période ô combien dramatique et ô combien bousculée des 100 jours, donc de ces 3 mois de 1815, n'était pas plutôt le début de quelque chose d'autre, c'est-à-dire la matrice de peut-être d'un second cycle de la Révolution française, d'un retour de la Révolution, d'un retour des divisions françaises après cette période relativement calme de l'Empire et surtout de la Première Restauration. Et me posant cette question-là, je me suis demandé si la réponse ne viendrait pas du contre-jour, c'est-à-dire d'un renversement de perspective et d'une tentative d'observation des 100 jours du point de vue, précisément comme vous l'avez très justement dit tout à l'heure, de ceux qui ont subi le retour de Napoléon, autant que de ceux qui étaient du côté de Napoléon. Donc j'ai essayé vraiment de faire le tour de mon sujet et à la différence peut-être de mes prédécesseurs, de voir ces 100 jours de tous les points de vue, y compris d'ailleurs de ceux de l'étranger, en considérant qu'on ne s'observe jamais mieux soi-même qu'à travers le regard des autres. Et je me suis posé la question aussi de savoir comment on voyait la France en 1815. Mais j'allais vous poser comme question, le fait de regarder l'histoire à contre-courant quelque part, est-ce que ça a eu une influence sur votre méthode de travail? Est-ce que ça a eu une influence? Ce que j'ai essayé de faire, c'est un peu une quadrature du cercle. C'est un peu paradoxal. C'est-à-dire qu'au fond, je considère que l'histoire, la meilleure façon de faire part de l'histoire, c'est de produire un récit. Mais évidemment, du point de vue de l'historien, avec ses méthodes et son rapport aux sources et la quête et la critique de ses sources et tout ce que ça implique, la production d'un récit est extrêmement difficile. Donc, c'est cette espèce de tentative-là qui est à l'œuvre dans les 100 jours, c'est-à-dire d'une part un récit et d'autre part l'analyse du récit. Enfin, un récit. Les deux étant profondément imbriqués. Et puis c'est un récit qui est difficile à écrire dans la mesure où il y a une unité de temps qui sont les 3 mois de mars à juillet 1815, mais il n'y a pas vraiment d'unité de lieu. Il faut réussir à produire un récit panoramique en passant d'une région à l'autre, je dirais d'un sujet à l'autre, tout en restant fidèle à un fil conducteur. Alors au niveau du récit, c'est extrêmement, enfin le récit est très riche de 1000 anecdotes, très rigolotes même parfois. Mais le travail d'historien est quand même bien là. Et entre autres au niveau de vos sources, une des grandes forces de votre ouvrage, c'est la qualité et la richesse des sources. Et on a l'impression en vous lisant qu'être historien finalement, c'est être un peu chanceux. Oui, je ne considère pas que le fait d'avoir des sources inédites, en effet c'est le cas, et j'essaye que ce soit à chaque fois le cas dans chacun de mes livres, est essentiel. Ce qui pour moi est essentiel, encore une fois, c'est la question que l'historien pose à son sujet. En effet, les inédits, mais vous savez que par ailleurs, on peut relire pour la 28e fois un texte publié et accessible à tous et ne pas avoir la même interprétation de ce texte par rapport à ses prédécesseurs. L'inédit peut apporter de la fraîcheur et éventuellement une réponse précisément à la question qu'on s'est posée. Ça, Mais d'ailleurs, c'est important. comme je le disais à l'instant, il y a beaucoup d'inédits, mais sinon, vous vous appuyez aussi beaucoup sur les grands classiques. Vous vous servez aussi beaucoup de Chateaubriand, bien sûr, et ses Mémoires d'outre-tombe, dont on ne se lasse jamais. Quand je parle de la critique des sources et du travail de l'historien, en effet, au cœur du travail de l'historien est la mise en comparaison des sources les unes avec les autres, c'est-à-dire des voix qui disent le vrai de l'histoire, en sachant évidemment que la vérité historique est très difficile à étreindre et que l'historien est un peu comme le personnage qui serait assis au bord du lac et qui attendrait désespérément que le monstre du Loch Ness en sorte. Hein. Il y a un peu de ça, on court après la vérité historique et on sait bien que on a affaire en permanence à des dissonances, chacun en fonction de ses héritages culturels, de sa position sociale ou politique, dit quelque chose du vrai de l'histoire qui n'est pas le même
que son voisin. Donc ce sont ces variétés de discours qui m'intéressent et qui sont données à travers des sources extrêmement variées, et je considère que la nature des sources doit être explorée dans sa plus grande largeur, si j'ose dire. Bien sûr, il y a les sources classiques de l'historien, qui sont les sources imprimées ou manuscrites, écrites, que ce soit des correspondances de l'intimité ou des textes plus normatifs, administratifs, des rapports de police, qui sont pas si normatifs que ça d'ailleurs, d'une part, mais j'ai toujours considéré que les mettre en comparaison avec d'autres types de sources, comme des sources écrites mais littéraires, qui sont là des productions de fiction, les romanciers sont extrêmement présents dans ce livre, parce que tout simplement, ils ont, pour des raisons bonnes ou mauvaises, considéré que les 100 jours étaient encore une fois au début de quelque chose qui était aussi romanesque que réel. Ça, c'est un point. Mais j'ai aussi considéré que les sources iconographiques, oui, les images, c'est exactement c'est la réflexion que j'allais vous faire. Essentielles. Il y a 2 cahiers d'illustration magnifiques, et on sent bien le souci chez vous, c'est pas la première fois, de mettre une image en rapport avec l'idée développée. Pas seulement la présence de l'image en tant que telle dans un cahier hors texte, mais le travail sur l'image dans le récit lui-même. L'image contient un sens ou des sens, un signe ou des signes, qui sont parfois contradictoires, parfois complémentaires avec les sens contenus dans les textes écrits. Et l'image, et c'est un des enjeux de ce livre, est productrice d'imaginaire et de représentation. Et je dirais que l'un des thèmes conducteurs de tout ce livre, c'est le rapport des faits aux symboles et à l'imaginaire et aux représentations qu'elles ont produits. Ce qui fait l'enjeu de ces 100 jours, du point de vue de Napoléon comme du point de vue de Louis XVIII, c'est la guerre des symboles. Que ces deux personnages, et je dirais les deux tendances qu'ils représentent, vont se mener pendant 100 jours. Guerre des symboles qui finira au bout du compte par réussir un peu plus, voire beaucoup plus à Napoléon qu'à Louis XVIII. Et cette guerre des symboles, qui d'ailleurs dénote quelque chose du tempérament et du caractère français, qui a toujours été plus fasciné par les apparences que par la réalité, est particulièrement vive et à l'œuvre au cours de ces 100 jours. Et moi, je me suis toujours beaucoup intéressé à l'histoire du côté de ces représentations. Je suis un historien de la culture, à la fois sous l'influence des Américains, de cette cultural history qui nous vient des États-Unis dans les années 80, et de François Furet, qui est plus un historien des idées. Je suis à cheval entre l'histoire de la culture et l'histoire des idées. Et le rapport entre les deux m'a toujours intéressé, et il est particulièrement frappant au cours de cette période des 100 jours. Et c'est ça que j'ai essayé de montrer. En tout cas, c'est par rapport à ça que j'ai essayé de travailler. Voilà à peu près la situation. Ce 20 mars à Paris est un jour sans pouvoir, un jour de pouvoir vide et un jour d'attente. Et ce qui m'a frappé à la lecture des différents récits, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, qui ont pu être produits sur cette journée du 20 mars, c'est la dualité qui habite profondément l'histoire. Je vous parlais tout à l'heure des discours qui disent le vrai de l'histoire, et je vous en donnerai 2 exemples. Et c'est là où on peut produire un récit qui est absolument passionnant, avec, dans un certain sens, du suspense et des contradictions. Ce sont des exemples neutres. Qui aurait idée de penser que des objets immatériels comme le silence ou la nuit sont des sujets de l'histoire à part entière? Et quand on regarde la façon dont ce silence parisien était considéré ce jour 20 mars 1815, on est fasciné par les contradictions des discours qui portent sur ce silence. Silence, pourquoi? Parce qu'il est vrai que dans la matinée du 20 mars, à la différence de ce qu'on aurait pu penser, aucune insurrection ne survient, pas d'agitation sociale dans l'attente de ce retour de Napoléon. Paris est vide et désert, les boutiques sont fermées, les ateliers sont fermés, peu de gens circulent dans les rues, et les uns et les autres sont également frappés de ce silence qui frappe la capitale à l'aube d'un bouleversement incroyable, qui est ce retour incroyable de Napoléon, qui avait abdiqué, encore une fois, 8 mois auparavant, et qui était censé être sorti définitivement de l'histoire.
Eh bien, ce silence, qu'il soit perçu du côté royaliste ou du côté bonapartiste, est complètement différent. Les bonapartistes considèrent que ce silence parisien est un silence calme, c'est un silence maîtrisé, de l'attente maîtrisée du grand homme qui va revenir. C'est un silence de self-control, comme diraient les Anglais. Alors que les partisans de la monarchie constitutionnelle, les partisans de Louis XVIII, considèrent que ce silence est un silence dramatique, un silence sinistre, dit même le duc de Broglie dans ses mémoires. Certains comparent même ce silence du 20 mars au silence de la place de la Révolution, le 21 janvier 1793, au moment de l'exécution de Louis XVI. C'est un silence consterné, c'est un silence d'abattement profond de ces Français qui espéraient enfin un retour stable et définitif à la paix, à la prospérité économique, à la reprise des relations commerciales avec l'Europe, et qui brutalement se rendent compte que le retour de Napoléon est un déni à la paix, un déni aux reprises des relations commerciales, et c'est donc un silence consterné. Voilà déjà un premier paradoxe, une première dualité qui habite profondément l'histoire. Et puis il y en a une seconde, mais je vous prends quelques exemples au hasard parce que elles sont en fait beaucoup plus nombreuses que ça. C'est le thème de la nuit. Napoléon aborde les Tuileries et entre à Paris par la porte d'Orléans en venant de Fontainebleau. Donc nous sommes le 20 mars vers 9 heures du soir. Et à 9 heures du soir, un 20 mars, il fait nuit. Et là encore, la nuit a été considérée de façon très très diverse par les uns et les autres. Les partisans de Napoléon ont considéré que la nuit était la nuit de tous les possibles, la nuit du démiurge, la nuit du très grand homme qui précisément ne voit pas les limites de son action du fait même qu'elle se déroule la nuit. C'est une nuit au fond incroyablement romantique, hein. C'est presque déjà la nuit de Sainte-Hélène. L'esprit qui éclaire la nuit, Napoléon est l'esprit qui éclaire la nuit. Voilà comment, et tous les commentaires que l'on trouve autour de cette arrivée, dont on parlera peut-être plus en détail tout à l'heure, tous les commentaires des partisans de Napoléon tournent autour de cette idée. Alors que si on regarde la nuit du point de vue de ses adversaires, du point de vue encore une fois des partisans de Louis XVIII, la nuit est vue de façon totalement différente. C'est la nuit de l'usurpateur qui usurpe une nouvelle fois le pouvoir des Bourbons. C'est la nuit de la Bérésina, c'est la nuit du Napoléon qui quittera l'armée au commencement de la fin, comme disait Talleyrand en 1812, alors qu'elle est en pleine débandade à la suite de la campagne malheureuse de Russie. Ça sera la nuit de Waterloo, du 18 juin 1815, où Napoléon quitte le Gros Caillou à 11 heures du soir, alors que les derniers carrés de la vieille garde sont enfoncés par les fantassins anglais. C'est cette nuit-là, c'est une nuit profondément pessimiste, c'est la nuit de la défaite et de toutes les défaites, et c'est la nuit de ce voleur de pouvoir qui arrive de façon inopinée et qui prend le pouvoir légitime des Bourbons un beau soir de 20 mars 1815. Et vous voyez comme les discours sont différents. Et le travail de l'historien, encore une fois, je suis désolé d'être peut-être un petit peu pédagogue, peut-être trop pédagogue, c'est de montrer ces incroyables contradictions et ces différences d'appréciation, car elles sont encore les nôtres aujourd'hui. Nous serions, Laetitia de Witt, amenés à sortir tous les deux au bord de la Seine et confrontés à un événement quel qu'il soit, nous aurions probablement l'un et l'autre deux récits complètement différents de cet événement. Voilà ce qui se passe à toutes les époques et particulièrement lorsqu'on a à observer des époques agitées, des époques de crise et de crise profonde qui ont été ces 100 jours. Donc le roi s'installe à Gand avec sa cour et en effet là c'est la vie en exil qui commence. Vous observez ça de très près. Donc on a peu parlé de Louis XVIII et pourtant vous lui consacrez de nombreuses pages où on sent une certaine affection presque chez vous pour lui. Non, d'abord je reprendrai la phrase de François Furet. Après tout, l'historien n'est pas là pour faire de la morale et l'empathie et pire encore la sympathie n'ont pas lieu d'être du point de vue de l'historien. J'essaie d'expliquer Louis XVIII. Chateaubriand, bien sûr, et ses mémoires d'outre-tombe, dont on ne se lasse jamais. Quand je parle de la critique des sources et du travail de l'historien, en effet, au cœur du travail de l'historien est la mise en comparaison des sources les unes avec les autres, c'est-à-dire des voix qui disent le vrai de l'histoire, en sachant évidemment que la vérité historique est très difficile à étreindre et que l'historien est un peu comme le
le personnage qui serait assis au bord du lac et qui attendrait désespérément que le monstre du Loch Ness en sorte. Hein. Il y a un peu de ça, on court après la vérité historique et on sait bien que on a affaire en permanence à des dissonances, chacun en fonction de ses héritages culturels, de sa position sociale ou politique, dit quelque chose du vrai de l'histoire qui n'est pas le même que son voisin. Donc ce sont ces variétés de discours qui m'intéressent et qui sont données à travers des sources extrêmement variées, et je considère que la nature des sources doit être explorée dans sa plus grande largeur, si j'ose dire. Bien sûr, il y a les sources classiques de l'historien qui sont les sources imprimées ou manuscrites, écrites, que ce soit des correspondances de l'intimité ou des textes plus normatifs, administratifs, des rapports de police, qui sont pas si normatifs que ça d'ailleurs, d'une part, mais j'ai toujours considéré que les mettre en comparaison avec d'autres types de sources, comme des sources écrites mais littéraires, qui sont là des productions de fiction, et les romanciers sont extrêmement présents dans ce livre, parce que tout simplement, ils ont, pour des raisons bonnes ou mauvaises, considéré que les 100 jours étaient encore une fois au début de quelque chose qui était aussi romanesque que réel. Ça, c'est un point. Mais j'ai aussi considéré que les sources iconographiques, oui, c'est c'est exactement la réflexion que j'allais vous faire. Essentiel. Il y a 2 cahiers d'illustrations magnifiques et on sent bien le souci chez vous, c'est pas la première fois, de mettre une image en rapport avec l'idée développée. Pas seulement la présence de l'image en tant que telle dans un cahier hors texte, mais le travail sur l'image dans le récit lui-même. L'image contient un sens ou des sens, un signe ou des signes qui sont parfois contradictoires, parfois complémentaires avec les sens contenus dans les textes écrits. Et l'image, et c'est un des enjeux de ce livre, est productrice d'imaginaire et de représentation. Et je dirais que l'un des thèmes conducteurs de tout ce livre, c'est le rapport des faits aux symboles et à l'imaginaire et aux représentations qu'elles ont produits. Ce qui fait l'enjeu de ces 100 jours, du point de vue de Napoléon comme du point de vue de Louis XVIII, c'est la guerre des symboles. Que ces 2 personnages, et je dirais les 2 tendances qu'ils représentent, vont se mener pendant 100 jours. Guerre des symboles qui finira au bout du compte par réussir un peu plus, voire beaucoup plus à Napoléon qu'à Louis XVIII. Et cette guerre des symboles, qui d'ailleurs dénote ce jour 20 mars 1815, on est fasciné par les contradictions des discours qui portent sur ce silence. Silence, pourquoi? Parce qu'il est vrai que dans la matinée du 20 mars, à la différence de ce qu'on aurait pu penser, aucune insurrection ne survient, pas d'agitation sociale dans l'attente de ce retour de Napoléon. Paris est vide et désert, les boutiques sont fermées, les ateliers sont fermés, peu de gens circulent dans les rues, et les uns et les autres sont également frappés de ce silence qui frappe la capitale à l'aube d'un bouleversement incroyable, qui est ce retour incroyable de Napoléon qui avait abdiqué, encore une fois 8 mois auparavant, et qui était censé être sorti définitivement de l'histoire. Eh bien, ce silence, qu'il soit perçu du côté royaliste ou du côté bonapartiste, est complètement différent. Les bonapartistes considèrent que ce silence parisien est un silence calme, c'est un silence maîtrisé, de l'attente maîtrisée du grand homme qui va revenir. C'est un silence de self-control, comme diraient les Anglais. Alors que les partisans de la monarchie constitutionnelle, les partisans de Louis XVIII, considèrent que ce silence est un silence dramatique, un silence sinistre, dit même le duc de Broglie dans ses mémoires. Certains comparent même ce silence du 20 mars au silence de la place de la Révolution, le 21 janvier 1793, au moment de l'exécution de Louis XVI. C'est un silence consterné, c'est un silence d'abattement profond de ces Français qui espéraient enfin un retour stable et définitif à la paix, à la prospérité économique, à la reprise des relations commerciales avec l'Europe, et qui brutalement se rendent compte que le retour de Napoléon est un déni à la paix, un déni aux reprises des relations commerciales, et c'est donc un silence consterné. Voilà déjà un premier paradoxe, une première dualité qui habite profondément l'histoire. Et puis il y en a une seconde, mais je vous prends quelques exemples au hasard parce que elles sont en fait beaucoup plus nombreuses que ça. C'est le thème de la nuit. Napoléon aborde les Tuileries et entre à Paris par la porte d'Orléans en venant de Fontainebleau. Donc nous sommes le 20 mars vers 9 heures du soir. Et à 9 heures du soir, un 20 mars, il fait nuit. Et là encore, la nuit a été considérée de façon très très diverse par les uns et les autres.
Les partisans de Napoléon ont considéré que la nuit était la nuit de tous les possibles, la nuit du démiurge, la nuit du très grand homme qui précisément ne voit pas les limites de son action du fait même qu'elle se déroule la nuit. C'est une nuit, au fond, incroyablement romantique, hein. C'est presque déjà la nuit de Sainte-Hélène. L'esprit qui éclaire la nuit. Napoléon est l'esprit qui éclaire la nuit. Voilà comment, et tous les commentaires que l'on trouve autour de cette arrivée, dont on parlera peut-être plus en détail tout à l'heure, tous les commentaires des partisans de Napoléon tournent autour de cette idée. Alors que si on regarde la nuit du point de vue de ses adversaires, du point de vue encore une fois des partisans de Louis XVIII, la nuit est vue de façon totalement différente. C'est la nuit de l'usurpateur, passionnant, avec dans un certain sens du suspense et des contradictions. Ce sont des exemples neutres. Qui aurait idée de penser que des objets immatériels comme le silence ou la nuit sont des sujets de l'histoire à part entière? Et quand on regarde la façon dont ce silence parisien était considéré ce jour 20 mars 1815, on est fasciné par les contradictions des discours qui portent sur ce silence. Silence, pourquoi? Parce qu'il est vrai que dans la matinée du 20 mars, à la différence de ce qu'on aurait pu penser, aucune insurrection ne survient, pas d'agitation sociale dans l'attente de ce retour de Napoléon. Paris est vide et désert, les boutiques sont fermées, les ateliers sont fermés, peu de gens circulent dans les rues et les uns et les autres sont également frappés de ce silence qui frappe la capitale à l'aube d'un bouleversement incroyable, qui est ce retour incroyable de Napoléon qui avait abdiqué, encore une fois, 8 mois auparavant, et qui était censé être sorti définitivement de l'histoire. Eh bien, ce silence, qu'il soit perçu du côté royaliste ou du côté bonapartiste, est complètement différent. Les bonapartistes considèrent que ce silence parisien est un silence calme, c'est un silence maîtrisé, de l'attente maîtrisée du grand homme qui va revenir. C'est un silence de self-control, comme diraient les Anglais. Alors que les partisans de la monarchie constitutionnelle, les partisans de Louis XVIII, considèrent que ce silence est un silence dramatique, un silence sinistre, dit même le duc de Broglie dans ses mémoires. Certains comparent même ce silence du 20 mars au silence de la place de la Révolution, le 21 janvier 1793, au moment de l'exécution de Louis XVI. C'est un silence consterné, c'est un silence d'abattement profond de ces Français qui espéraient enfin un retour stable et définitif à la paix, à la prospérité économique, à la reprise des relations commerciales avec l'Europe, et qui brutalement se rendent compte que le retour de Napoléon est un déni à la paix, un déni aux reprises des relations commerciales, et c'est donc un silence consterné. Voilà déjà un premier paradoxe, une première dualité qui habite profondément l'histoire. Et puis il y en a une seconde, mais je vous prends quelques exemples au hasard parce qu'elles sont en fait beaucoup plus nombreuses que ça. C'est le thème de la nuit. Napoléon aborde les Tuileries et entre à Paris par la porte d'Orléans en venant de Fontainebleau. Donc nous sommes le 20 mars vers 9 heures du soir. Et à 9 heures du soir, un 20 mars, il fait nuit. Et là encore, la nuit a été considérée de façon très très diverse par les uns et les autres. Les partisans de Napoléon ont considéré que la nuit était la nuit de tous les possibles, la nuit du démiurge, la nuit du très grand homme qui précisément ne voit pas les limites de son action du fait même qu'elle se déroule la nuit. C'est une nuit, au fond, incroyablement romantique, hein. C'est presque déjà la nuit de Sainte-Hélène. L'esprit qui éclaire la nuit. Napoléon est l'esprit qui éclaire la nuit. Voilà comment, et éventuellement une réponse précisément à la question qu'on s'est posée. Ça, Mais d'ailleurs, c'est important. Comme je le disais à l'instant, il y a beaucoup d'inédits, mais sinon, vous vous appuyez aussi beaucoup sur les grands classiques. Vous vous servez aussi beaucoup de Chateaubriand, bien sûr, et ses mémoires d'outre-tombe, dont on ne se lasse jamais. Quand je parle de la critique des sources et du travail de l'historien, en effet, au cœur du travail de l'historien est la mise en comparaison des sources les unes avec les autres, c'est-à-dire des voix qui disent le vrai de l'histoire, en sachant évidemment que la vérité historique est très difficile à étreindre et que l'historien est un peu comme le personnage qui serait assis au bord du lac et qui attendrait désespérément que le monstre du Loch Ness en sorte, hein. Il y a un peu de ça, on court après la vérité historique et on sait bien que on a affaire en permanence à des dissonances, chacun en fonction de ses héritages culturels, de sa position sociale ou politique, dit quelque chose du vrai de l'histoire qui n'est pas le même
que son voisin. Donc ce sont ces variétés de discours qui m'intéressent et qui sont données à travers des sources extrêmement variées, et je considère que la nature des sources doit être explorée dans sa plus grande largeur, si j'ose dire. Bien sûr, il y a les sources classiques de l'historien, qui sont les sources imprimées ou manuscrites, écrites, que ce soit des correspondances de l'intimité ou des textes plus normatifs, administratifs, des rapports de police, qui sont pas si normatifs que ça d'ailleurs, d'une part, mais j'ai toujours considéré que les mettre en comparaison avec d'autres types de sources, comme des sources écrites mais littéraires, qui sont là des productions de fiction, les romanciers sont extrêmement présents dans ce livre, parce que tout simplement, ils ont, pour des raisons bonnes ou mauvaises, considéré que les 100 jours étaient encore une fois au début de quelque chose qui était aussi romanesque que réel. Ça, c'est un point. Mais j'ai aussi considéré que les sources iconographiques, oui, c'est c'est exactement c'est la réflexion que j'allais vous faire. Essentiel. Il y a 2 cahiers d'illustrations magnifiques, et on sent bien le souci chez vous, c'est pas la première fois, de mettre une image en rapport avec l'idée développée. Pas seulement la présence de l'image en tant que telle dans un cahier hors texte, mais le travail sur l'image dans le récit lui-même. L'image contient un sens ou des sens, un signe ou des signes, qui sont parfois contradictoires, parfois complémentaires avec les sens contenus dans les textes écrits. Et l'image, et c'est un des enjeux de ce livre, est productrice d'imaginaire et de représentation. Et je dirais que l'un des thèmes conducteurs de tout ce livre, c'est le rapport des faits aux symboles et à l'imaginaire et aux représentations qu'elles ont produit. Ce qui fait l'enjeu de ces 100 jours, du point de vue de Napoléon comme du point de vue de Louis XVIII, c'est la guerre des symboles que ces deux personnages, et je dirais les deux tendances qu'ils représentent,